Vous est-il déjà arrivé de produire manuellement des états financiers en vous servant d'un tableur comme Excel? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une entreprise qui n'est pas évidente. Cela va vous prendre des semaines, des mois, des années. Non, je blague, pas des années quand même. Mais toujours est-il que cela prend franchement énormément de temps. Imaginez qu'à la dernière minute, vous recevez une nouvelle balance parce que des écritures complémentaires ont été passées en comptabilité. Du fait, par exemple, d'une revue des événements postérieurs à la clôture. Que faites-vous? Vous reprenez encore tout à zéro. Quel gâchis, avec un risque d'erreur incroyable. Alors, je suis passé par là. C'est cela qui m'a décidé à mettre en place un fichier automatisé d'élaboration des états financiers où à partir de mes balances, j'obtiens tous les tableaux automatiquement. J'ai le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, les stratégies notes annexes. Recommandé par le Sysquada, révisé de manière automatisée, grâce, n'est-ce pas, à ce fichier qui a été paramétré à cet effet. Et on va voir comment l'utiliser dans le cadre de cette vidéo. Et on se retrouve dans un instant. Donc, on va ouvrir ensemble ce fichier, n'est-ce pas, automatisé, en double-cliquant là-dessus, n'est-ce pas. On insère donc le mot de passe. Alors, une fois que nous insérons notre mot de passe, notre fichier va donc s'ouvrir. Je profite dans cette vidéo pour dire que, cette vidéo, c'est tout simplement de procédure. Je sais que beaucoup qui ont acheté la version complète, je leur ai promis une procédure en version vidéo. Donc, la voici. Et vous pourrez donc vous en inspirer pour pouvoir procéder à une utilisation plutôt simplifiée de ce fichier automatique. Donc, ça va vous simplifier la tâche, hein. Vous n'aurez pas à revenir vers moi tout le temps pour savoir comment utiliser tel ou tel onglet. Donc, le premier onglet, c'est tout simplement l'onglet d'introduction qui comprend les instructions pour utiliser, n'est-ce pas, le fichier. Ce sont ces instructions qu'on va voir tout simplement dans cette vidéo, hein. Il n'y a pas des choses compliquées à voir ici. Donc, de quoi avez-vous besoin pour utiliser le fichier? Vous avez besoin de vos deux balances, de la balance de l'année N-1 et de la balance de l'année N. Puisque nous sommes en train de faire les états financiers de 2019, on aura besoin de la balance de 2018 et la balance de 2019. Alors, lorsque je parle de la balance de 2018, c'est la balance au 31 décembre 2018. 2019, la balance au 31 décembre 2019. On va donc voir comment déposer nos balances, hein. Bon, regardons déjà comment se présentent les autres onglets. Ça, c'est l'onglet des balances en brut. Bref, les onglets en noir, c'est les onglets sur lesquels je vais apporter des modifications. Là, je vais déposer ma balance de l'année N-1. Ici, la balance de l'année N. Et puis, ici, c'est pas un tableau que je vais modifier n'importe comment. Je vais juste remplir les éléments qui me sont demandés. Là, c'est un TFT annexe, c'est-à-dire que l'annexe au tableau des flux de trésorerie. Là, il m'est demandé tout simplement d'inscrire le dividende brut versé au titre de l'exercice, au cours de l'exercice N, certainement au titre du résultat de l'exercice N-1. Ici, on va me demander tout simplement d'inscrire le dividende brut versé au cours de l'exercice N-1. Lorsqu'on parle de dividende brut, ça veut dire le dividende net, hein, ce que perçoit in fine l'associé ou l'actionnaire, plus l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui est retenu à la source et payé pour son compte, hein. Ces deux éléments-là constituent ce qu'on appelle le dividende brut. Et puisque c'est la dépense, la trésorerie qui a été effectivement dépensée pour au titre de dividende, c'est cela qu'il faudra donc renseigner ici. Bon, on va voir tous ces éléments vraiment dans le détail. Donc là, c'est les balances déjà converties. On n'aura pas à les modifier. Juste pour vous montrer ici que notre bilan, effectivement, n'a aucune valeur parce qu'on n'a pas encore chargé nos balances. Vous allez voir que même au passif, il n'y a aucune donnée. Idem pour le compte de résultat, il n'y a rien du tout. Pour le tableau de flux de trésorerie, on n'a également aucune information puisqu'effectivement on n'a pas encore inséré nos balances. Donc, on y va donc rapidement, n'est-ce pas? Ici, vous déposez la balance de l'année N-1. Donc, on va aller chercher cette balance de l'année N-1. La balance de l'année N-1, je vais donc l'ouvrir. C'est la balance de l'année 2018 que je vais tout simplement copier. Je vais donc copier cette balance, n'est-ce pas? Et je vais coller cette balance ici. Vous voyez que j'ai inséré ici un commentaire qui vous demande de coller la balance à 6 colonnes
à partir de la deuxième ligne, de la ligne 2, c'est-à-dire sur la cellule A2. Vous collez donc votre balance là-bas. Et il est toujours important de vérifier que votre balance est équilibrée, parce que si votre balance n'est pas équilibrée, eh bien vous n'aurez pas des états financiers qui soient corrects. Donc, on va vérifier que notre balance est tout simplement équilibrée en sommant les différentes colonnes. Donc, j'insiste également sur le fait que vos balances doivent eh bien respecter la nomenclature qui est prévue ici. On parle d'une balance à 6 colonnes, c'est pas une balance à 3 colonnes où on a un solde d'ouverture unique et puis des mouvements dans une seule colonne et un solde final dans une troisième colonne. Non. Il faut avoir une balance à 6 colonnes présentant donc le solde début débiteur, le solde début créditeur, les mouvements débiteurs, les mouvements créditeurs, le solde fin débiteur et puis le solde fin créditeur. Donc, vous déposez une balance à 6 colonnes. Et puis, prenez toujours la peine de vérifier que votre balance est équilibrée, ce qui signifie que en début de période, les soldes, le total des soldes débiteurs doit être équivalent au total des soldes créditeurs. Il en va de même pour les mouvements. On doit avoir des mouvements débiteurs équivalents en termes de montant aux mouvements créditeurs. Et le même principe doit être observé sur les soldes fins. Donc ça, c'est absolument important parce que si votre balance n'est pas équilibrée, alors vous n'aurez pas des tableaux qui soient corrects. Donc le préalable, c'est que votre balance soit vraiment équilibrée. Et c'est ça le principe de la partie double. Lorsqu'on passe une écriture en comptabilité, on va débiter un compte, on va créditer un ou plusieurs comptes, n'est-ce pas? Donc, logiquement, on devrait s'attendre au final à avoir une balance qui est équilibrée. Une fois donc que vous avez déposé la balance de l'année N-1, la balance de l'exercice 2018, l'année prochaine, lorsqu'on va faire les états financiers de 2020, la balance N-1 sera la balance de 2019. Donc ici, on va également, on peut même déjà voir comment se comportent nos états financiers. Alors, on peut déjà remarquer qu'une fois que nous avons déposé notre balance de l'année N-1 dans la balance de 2018, la colonne du bilan, la colonne au 31-12, est déjà remplie automatiquement et on peut observer que je parle de bilan, pardon. Le bilan, n'est-ce pas, au 31-12-2018 est complété automatiquement. Mais on peut observer qu'il y a un équilibre. On a un total actif de 446 88 093 et un total passif du même montant. Ça montre tout simplement que notre balance était équilibrée au départ. Hein. Le compte de résultat également a été rempli automatiquement pour l'exercice N-1. On chute, n'est-ce pas, à la fin sur un résultat de 118 millions. Et le même résultat doit être observé au bilan en N-1, 118 millions, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va ajouter notre balance de l'année N. Cette fois-ci, bon, on peut fermer déjà la balance de N-1, elle ne nous sert plus à rien. On va ouvrir ici la balance de l'année N, soit la balance au 31 décembre 2019. Donc, je copie cette balance et je colle tout simplement ici. À la fin, je dois toujours m'assurer que ma balance est équilibrée. C'est ce qu'on va voir, n'est-ce pas? En sommant les différentes colonnes. On somme les différentes colonnes pour s'assurer que nous avons une balance qui est équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Les soldes débiteurs, effectivement, enfin les soldes de début, je veux dire, sont identiques. Les mouvements idem, les soldes fin idem. Alors, c'est excellent. Nous avons de bonnes balances. On va vérifier dans le bilan que nous avons un bon résultat pour l'année N. Alors, il est clair que notre bilan, n'est-ce pas, présente pour l'année 2019, pour l'année N, effectivement, les données que nous attendions, le résultat donc que nous attendions poste par poste. Et là, c'est vraiment intéressant de constater que nous avons pour l'année N un actif, n'est-ce pas, qui a un montant net 1,075 identique à ce qu'on a dans la colonne du passé. Donc notre bilan est équilibré, tout est correct. Et il n'a pas fallu que nous intervenions manuellement ici. Le bilan est sorti seul. Il a été édité
automatiquement. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ce fichier qui vous permet de gagner un temps incroyable, un temps énorme, tout en limitant, n'est-ce pas, à zéro, on va dire, le risque d'erreur. Maintenant, le compte de résultat, c'est pareil. Pour l'année N, on a également les données qui remontent dans notre compte de résultat. Et on peut observer que notre résultat de 225 millions, il est identique à ce qu'on va donc retrouver ici dans le bilan 225 millions. Donc, nickel, propre. Alors là, c'était donc pour le bilan et le compte de résultat. Maintenant, il faut noter que dans le tableau de flux de trésorerie, il fallait également ajouter une information complémentaire qui va donc remonter automatiquement dans le tableau de flux de trésorerie. Ça, c'est l'annexe. On demande ici de renseigner quoi? Le dividende brut versé. Donc, je vais aller dans les informations complémentaires, récupérer ce dividende versé au cours de l'année 2019 que je vais coller ici. Maintenant, pour l'année N-1, combien de dividendes avions-nous versé? Il nous est demandé d'inscrire le montant que nous avions versé l'année antérieure, 40 millions. Je mets ça là. Alors, on revient sur notre tableau de flux de trésorerie. On a déjà pas mal de choses qui sont remontées automatiquement. Là, la trésorerie nette au début de l'année. La capacité d'autofinancement, calcul automatique fait dans l'annexe. N'est-ce pas? Vous n'avez pas à toucher cette partie-là. Et puis, vous avez les éléments de la variation du besoin en fonds de roulement qui remontent ici également automatiquement. Pas besoin d'y intervenir manuellement. On a donc les flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles propres. On a le montant approprié. Les flux de trésorerie proviennent des activités d'investissement. Alors, les éléments sont obtenus ici à partir de votre balance. Maintenant, là, c'est des calculs qui sont faits en automatique. Maintenant, comme vous le savez très bien, le tableau de flux de trésorerie a pour but d'expliquer la formation de la trésorerie. Et pour chacun des cycles de l'entreprise, le cycle des opérations, le cycle donc des investissements, le cycle de financement, il est question d'indiquer là toutes les opérations qui sont traduites par des encaissements ou des décaissements de fonds. Donc, les données qui remontent ici automatiquement, c'est toujours bien de confronter cela à ce que vous avez comme information en extra, hein, de vérifier que ce que j'ai remonté ici automatiquement par des formules correspondent effectivement à des décaissements pour obtenir tout simplement des investissements et que les encaissements liés aux sessions d'immobilisation, là, je les ai récupérés dans le compte 82, que cela corresponde bien entendu à ce que vous avez perçu hein, comme encaissement lié à des sessions d'immobilisation. Maintenant, il y a 4 informations qui vous sont demandées ici parce qu'on ne peut pas les obtenir à partir d'une simple lecture du bilan. Là, c'est l'augmentation de capital, c'est pas des opérations qui arrivent tous les jours, mais si jamais on en a, il faudra indiquer là. Dans notre cas d'espèce, nous avons 200 millions d'augmentation de capital au cours de l'exercice N. Nous allons mettre ça là. Nous avons également 2 millions de subventions d'investissement reçues. On va mettre ça là. On a par ailleurs obtenu de nouveaux emprunts au cours de l'exercice pour une valeur de 100 millions. On va mettre ça là. Et enfin, on a des remboursements d'emprunts de 5 millions qu'on va mettre là. Alors, les remboursements d'emprunts, c'est bien de les mettre en moins pour ne pas avoir de soucis parce que les décaissements sont en moins, les encaissements en plus. Est-ce que vous avez remarqué? Non. Les encaissements augmentation de capital en plus, les décaissements dividendes versés en moins. Les décaissements pour les investissements en moins, l'encaissement lié aux cessions en plus. La capacité d'autofinancement, c'est un élément, si on a une augmentation de la trésorerie potentielle, il apparaît là en plus. Par contre, la variation du besoin en fonds de roulement, ce qui est un besoin, va apparaître ici en moins. Ok. Alors, on a donc à la fin notre trésorerie nette sur notre tableau de flux de trésorerie qui doit être identique, n'est-ce pas, à ce qui est obtenu ici par contrôle, par différence entre la trésorerie de l'actif et la trésorerie du passif. Alors là, on a une différence d'environ 8 francs, pas bien grave. On peut corriger ça manuellement à l'intérieur. Là, 8 francs, c'est pas significatif. Pour l'année N-1, l'année 2018, il faudra donc indiquer ici manuellement les données qui sont ressorties des états financiers que vous aviez fait en 2018. On peut pas, à partir de la balance, avoir ces éléments-là ici rapidement, quoi. Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut obtenir très aisément à partir des états financiers de l'année dernière. Mais toujours est-il que ce fichier automatisé d'élaboration des états financiers, comme on vient de le voir, produit votre bilan automatiquement, aucune intervention humaine ici. Pareil pour le compte de résultat, pour le tableau de flux de trésorerie, il n'y a que 4 éléments indiqués manuellement là. Ok, on va donc avancer avec le prochain onglet, la page de garde. À quoi sert-elle? Cette page de garde, c'est pour inscrire là, des informations qui vont remonter dans les en-têtes des différents tableaux, dans l'en-tête du bilan, du compte de résultat, des 36 notes annexes également.
Ça, c'est pour éviter de ressaisir à chaque fois, par exemple, le nom de l'entité. Donc, une fois que vous l'avez mis sur la page de garde, je vous remonte ça automatiquement dans vos en-têtes, n'est-ce pas? On a la désignation de l'entreprise, l'adresse, le numéro d'identifiant unique. On va remarquer que dans chacun des tableaux, on a, n'est-ce pas, l'en-tête. Et ça va donc apparaître tout simplement sur les différentes en-têtes. Hein. On aura dans l'en-tête, là on n'aura plus à ressaisir manuellement, ça va remonter automatiquement. Dans la page de garde, c'est pour ça, saisissez les informations qui vous sont demandées là, exactement dans les cellules où on s'attend à les recevoir. Et puis les différentes en-têtes vont reprendre. Alors, on passe rapidement aux fiches de renseignement. Ça, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. La fiche de renseignement R1, là c'est des renseignements qui présentent donc l'entreprise, quelques informations irrelatives, le numéro de registre de commerce, le répéteur d'entité, bon, pas bien compliqué, vous les saisissez tout simplement. La fiche de renseignement R2, c'est pour des renseignements sur l'identification et bien de l'activité même de l'entreprise. Un petit détail ici, ici quand on dit forme juridique, c'est pas que vous allez mettre SA, SARL, machin. Il est prévu des codes en fait. Hein. À la fin le dernier tableau là, c'est le tableau des codes. Si par exemple votre entreprise c'est une société anonyme, il est prévu que le code à utiliser soit 01. Donc ici, vous allez tout simplement sur la fiche R2 mettre la forme juridique 01 si c'est une société anonyme. Idem pour les autres éléments demandés là. Le registre fiscal, voilà, le registre fiscal par exemple, là il faudra plutôt insérer un code. Maintenant pour le pays, si c'est le Cameroun, vous mettez Cameroun, si c'est un autre pays, vous mettez le libellé du pays là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez mentionner ici en dessous l'activité de l'entreprise et le code d'activité qu'on peut également retrouver à la note 36 que je vous ai montré. La note 36 va donc avoir des codes qui correspondent à diverses activités. Il suffira donc d'inscrire le code dans la fiche R2. On avance donc rapidement avec la fiche R3. Là, vous allez inscrire les différents dirigeants de l'entreprise, les membres du conseil d'administration avec leurs fonctions, président du conseil d'administration, membre du conseil d'administration ou alors une fonction particulière, de même que l'adresse de chaque membre du conseil d'administration. La fiche R4, là, c'est le récapitulatif de l'ensemble des notes, des 36 notes là. Et ce que j'ai prévu ici, c'est d'insérer des liens hypertextes qui vous permettent d'accéder rapidement aux notes en cliquant juste dessus. Par exemple, si vous voulez partir sur la note portant sur les immobilisations, il vous suffit de cliquer ici et vous avez accès à la note sur les immobilisations. Et vous pourrez donc revenir sur le répertoire des notes là. Alors, quel est l'intérêt de cette partie? Étant donné que toutes les notes ne sont pas applicables à toutes les entités, il est prévu que lorsqu'une note est applicable, vous cochez cette colonne, n'est-ce pas? Lorsque la note n'est pas applicable, vous cochez plutôt cette colonne. Par exemple, pour notre entreprise de vidéo entrepreneur, la note 1 sur les dettes garanties par des sûretés réelles, elle n'a pas de dette garantie par des sûretés réelles. Par conséquent, elle va cocher non applicable. Donc, si on va dans cette note, on va voir que la note, elle est vide. On ne va rien renseigner. Là, ne sont pas concernés. Donc, on va cocher non applicable. Donc, dans cette fiche, on récapitule l'ensemble des notes, n'est-ce pas? Et on va indiquer celles qui s'appliquent à notre entité et celles qui ne s'y appliquent pas. La note 1, dette garantie dont parle des sûretés. Ici, il n'y a pas de formule parce que là, c'est lié vraiment à la spécificité de l'entité. On va inscrire ici pour les différentes dettes que nous avons, le montant et puis les sûretés dont sont grévées ces différentes dettes. À la note 2, c'est les informations obligatoires, une déclaration de conformité au SYSCOADA, les règles méthodes comptables, la dérogation éventuelle au postulat et convention comptable et enfin les informations complémentaires relatives au bilan, au compte de résultat, au tableau de flux de trésorerie. La note 3A, c'est la note sur le tableau de variation en quelque sorte des immobilisations en valeur brute. Ce qui est intéressant avec le fichier automatisé, c'est que les données sur les valeurs brutes à l'ouverture sont indiquées automatiquement, pas besoin de toucher là-bas. Vous allez tout simplement renseigner ici à l'intérieur les différents éléments de variation des immobilisations. Les acquisitions, on les met dans cette colonne, les virements de poste à poste, les augmentations suite à une réévaluation, les cessions dans les sorties d'IMO,
Et puis à la fin, on doit retomber sur un montant brut qui doit être identique à ce qu'on a ici au bilan. J'ai prévu ici cette colonne à des fins de contrôle. C'est pour s'assurer que le total qu'on a ici correspond bien à ce qu'on a ici, qui est remonté par le bilan. Et ici, il y a un contrôle qui vous permet de savoir si c'est correct ou pas. Ici, par exemple, il est clair que vous devez aboutir à un montant de 3 50 000. On doit donc insérer certainement des acquisitions qui permettront que, à la fin, sur cette ligne, on aboutisse à un montant brut de clôture correspondant à 3 50. Donc ça, c'est à des fins de contrôle. Hein. Là, c'est les biens pris en location-acquisition. Il n'y a pas de formule particulière ici parce que les locations-acquisition, c'est en fonction de l'activité de l'entreprise. On ne peut pas observer ces données à partir d'une simple lecture de la balance. Pour ce qui est des amortissements, le fichier remonte automatiquement les amortissements cumulés au début, les amortissements à la fin. Et il faudra donc renseigner ici les augmentations et les diminutions. Et il y a une colonne de contrôle ici pour s'assurer à la fin qu'on a de bons chiffres. Les plus ou moins values de cession, là, il n'y a pas de formule parce que les cessions ne peuvent pas s'obtenir à partir de la balance. Vous allez donc inscrire là le montant brut des cessions, les amortissements, la valeur comptable nette, le prix de cession et enfin, la plus ou moins value dégagée par la cession. Là, c'est les réévaluations. Il n'y a pas de formule là. C'est des commentaires que vous allez indiquer et puis ligne par ligne, les immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation, les montants historiques et puis les amortissements complémentaires nécessités par la réévaluation. Dans notre cas, c'est la note sur les immobilisations financières. Les données sont remontées automatiquement pour chacune des lignes. Maintenant, pour la liste des filiales et participations, vous allez là les mentionner un par un. Il n'y a pas de formule dans ce second tableau. Par contre, dans le premier tableau, vous n'aurez qu'à ajouter tout simplement un commentaire qui se rapporte donc aux immobilisations financières parce qu'ont été remontées automatiquement les immobilisations financières en fin d'exercice N et puis ce qu'on avait en fin d'exercice N-1. Alors, notez que l'exercice ici, l'année qui remonte ici, c'est fonction de ce que vous avez indiqué dans la page de garde, hein, exercice clos le. Si l'on s'amuse par exemple à mettre là exercice clos le 31/12/2018, il est clair que l'exercice N sera l'exercice 2018 et l'exercice N-1 sera 2017. Si on vient là, on s'amuse à mettre 2020, n'est-ce pas? Vous allez voir que l'exercice N à ce moment-là sera l'exercice 2020, l'exercice N-1 sera 2019. Donc, prenez la peine dans la page de garde de mettre la bonne date 31/12/2019 dans le cas d'espèce. Après donc, les immobilisations financières, c'est l'actif circulant hors activité ordinaire où vos données sont remontées automatiquement. Et vous pouvez vérifier que cela correspond stricto sensus à ce que vous avez dans votre bilan. L'actif circulant HAO 2 140 000. Si on vient au bilan, on va voir effectivement qu'on a un actif circulant HAO de 2 140 000. Donc, on va dire que toutes les formules ont été conçues pour que si jamais votre balance change, que vous n'ayez qu'à la coller dans l'onglet correspondant de la balance. Et puis automatiquement, vos données remontent donc dans les différents tableaux. Ici, nous avons donc les stocks en cours, les données, les chiffres remontent automatiquement pour l'année 2019 et pour l'année 2018. Il ne vous reste qu'à inscrire des commentaires. Hein. J'ai prévu également d'ajouter ici des orientations pour vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut commenter. Les orientations, par exemple, pour la partie stock, on vous demande ici de commenter la date de prise d'inventaire, de décrire brièvement la procédure, les méthodes comptables adoptées, de commenter toute variation significative des stocks, d'indiquer le détail des stocks dépréciés, les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation ou à la reprise. Donc, ça, c'est pour vous servir de directive pour savoir comment vous devez porter des commentaires ici. Ensuite, vous avez la note 7 sur les clients. Les données également sont remontées automatiquement. Il n'y a plus d'intervention à faire là, si ce n'est qu'il faut ajouter des commentaires. Idem pour la note autres créances. Tableau d'étalement des charges immobilisées ici. On sait que depuis l'entrée en vigueur du Sysquada au 1er janvier, Sysquada revisé au 1er janvier 2018, les charges immobilisées n'ont plus rien à faire au bilan. Cependant, on a une période transitoire de 5 ans, n'est-ce pas, durant laquelle on pourra donc passer le stock de charges immobilisées que nous avions en charge, mais en transitant par un compte 475. Il est donc question d'apporter ici des informations complémentaires sur les charges immobilisées qui sont donc étalées progressivement. La note 9, les titres de placement, les données sont remontées automatiquement. Idem pour les valeurs à encaisser. La note 11, les disponibilités, les données remontent également automatiquement. La note 12, écart de conversion, il faudra donc compléter ici manuellement.
La note 13, capital, valeur nominale des actions. Vous indiquez ici la valeur nominale. Et puis, les différents titulaires des actions, de même que les parts auxquelles ils ont droit. La note 14, c'est sur les primes et réserves. Vous avez donc les chiffres qui remontent donc automatiquement là. La note 15A, là, c'est sur les subventions. Vous avez également des données qui remontent automatiquement. La note 15B, là, c'est à compléter manuellement parce qu'on ne peut obtenir ces éléments à partir directement de la balance. La note sur les dettes financières, vous allez donc compléter, là, c'est les données remontées automatiquement. Vous allez compléter tout simplement les commentaires. La note 16B sur les engagements de retrait, vous allez porter les informations ici manuellement, puisque là, c'est vraiment lié à l'activité de l'entreprise, le taux d'actualisation, le taux d'augmentation des salaires, le taux d'inflation, etc. La note 16B, là, c'est sur les engagements de retrait, ça c'est la suite de la note 16. 16C, là, c'est sur les actifs et passifs éventuels, c'est-à-dire les éléments qui ne correspondent pas intégralement à la définition, n'est-ce pas, d'une provision. On sait qu'une provision se caractérise premièrement par le fait que ça doit être un véritable passif, une obligation actuelle née d'événements en cours passé. On doit associer à cette obligation le fait que la probabilité de sortir une ressource soit effective. Et puis troisièmement, il faudrait que l'estimation du montant soit fiable. Lorsque les trois conditions sont remplies, on peut comptabiliser une provision. Mais dans le cas contraire, on va tout simplement mentionner dans cette note les actifs et passifs éventuels. Les fournisseurs d'exploitation, là, les données remontent également automatiquement. Il faudra juste ajouter là des commentaires. Les dettes fiscales et sociales, idem, il restera à mettre des commentaires. Les autres dettes, les données remontent automatiquement. Il faudra insérer des commentaires. La note 20 sur les banques, crédits, escomptes et trésorerie. Les données remontent automatiquement, sauf que pour le cas de vidéo entrepreneur, il n'y a pas de solde en banque, du moins pas de solde créditeur de banque. Du coup, cette note reste non applicable pour vidéo entrepreneur. J'espère que c'est le cas. La note sur les banques, crédit, d'escompte. Là, on a dit que c'était applicable, mais c'est faux. C'est non applicable. Voilà. La note 21 sur le chiffre d'affaires donné remonte automatiquement. Il faudra donc compléter tout simplement des commentaires. Sur les achats, idem. Sur les transports également. Les services extérieurs aussi. Les impôts et taxes également. Les autres charges aussi. Les charges de personnel également. Maintenant, sur la partie sur les effectifs, vous allez prendre les données auprès du service des ressources humaines qui, très souvent, ont une déclinaison de la masse salariale en fonction de la catégorie socio-professionnelle. C'est à partir de cet état que vous pourrez compléter cette note. La note sur les provisions, j'ai remonté ici automatiquement les provisions à l'ouverture et à la clôture pour contrôle. Là, vous allez renseigner les données intermédiaires, les augmentations, les dotations, les reprises pour rechuter sur ce que vous présente votre bilan. Là, on a la note sur les charges et revenus financiers, remplie automatiquement. La note sur les autres charges et produits hors activité ordinaire, idem. La répartition du résultat, je vous ai remonté les données pour 2019 et 2018. Il vous reste à compléter 2017, 2018 et 2015 par vous-même. De même que certains éléments des années, des exercices 2019 et 2018. Maintenant, la production de l'exercice, il est clair que vous allez prendre des données soit à l'usine, soit au service comptabilité analytique s'il y en a. Les achats destinés à la production, au service achat ou auprès de la comptabilité analytique. La fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers, ça c'est les données remontées automatiquement à partir de votre balance, il n'y a plus rien à faire là-bas. La liste des informations sociales, environnementales et sociétales, se rapprocher du service qualité, hygiène et environnement en général. Ils ont les informations qui sont demandées ici parce que prévoit le Cisco-ADA révisé. Et là on a tout simplement les fameux codes. Voilà. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère tout simplement qu'elle va être utile pour pouvoir utiliser ce fichier automatisé d'élaboration des états financiers. Alors, n'oublie pas de t'abonner et bien d'activer les notifications pour recevoir la prochaine vidéo qui parlera de la marge commerciale.